Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo, ce petit tuto phylogénie, aujourd'hui consacré aux marsupilamis. Alors cette vidéo, elle m'a été inspirée par la dernière vidéo de Paléogie que je vous recommande d'aller voir, qui est elle aussi un tuto phylogénie mais qui s'inspire cette fois des personnages de comics, notamment des super-héros. Et nous, on va plutôt s'intéresser aux marsupilamis parce que ça fait super longtemps qu'on s'intéresse aux marsupilamis. Notre troisième vidéo sur la chaîne était consacrée aux marsupilamis, c'est vous dire, une de nos toutes premières vidéos. D'ailleurs, je vous recommande aussi d'aller la voir si vous voulez en savoir plus à la fin de cette vidéo. Alors déjà, on va commencer par estimer quel est votre besoin de tuto phylogénie. Et pour ça, je vais vous poser une question très simple. Où se place le marsupilami parmi les mammifères? Chez les mammifères, il y a trois grandes familles. Il y a les monotrèmes qui pondent des œufs, il y a les marsupiaux qui ont une poche et le petit grandit à l'intérieur de la poche, et il y a les placentaires qui donnent naissance à des petits qui sont suffisamment formés pour pouvoir vivre à l'extérieur sans avoir besoin d'une poche. Donc selon vous, où se place notre marsupilami? Si vous avez répondu que le marsupilami appartient au monotrème parce qu'il pond des œufs, eh bien vous avez énormément besoin de ce tuto parce que ce n'est pas la bonne réponse. Et oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, il ne suffit pas d'être un mammifère et de pondre des œufs pour être un monotrème. Pourquoi? Parce que les mammifères pondaient tous des œufs primitivement. Et on peut s'attendre à ce que la plupart des mammifères qui vivaient au Mésozoïque, c'est-à-dire à l'époque des dinosaures, à l'époque du règne des dinosaures non aviens, pondaient tous ou presque des œufs. Donc, et cela inclut beaucoup d'autres mammifères que les simples monotrèmes. Aussi, vouloir faire du marsupilami un monotrème simplement parce qu'il pond des œufs, c'est se baser sur un caractère primitif pour le classer, et ça, il ne faut surtout pas le faire en classification. Les reptiles aussi pondent des œufs, et pourtant vous ne classeriez pas le marsupilami parmi les reptiles sur la base de ce seul caractère. Eh bien, c'est exactement ce que vous faites en le classant parmi les monotrèmes. C'est comme classer un arbre parmi les invertébrés parce qu'il n'a pas de colonne vertébrale. Donc pour savoir où se place le marsupilami dans le grand arbre phylogénétique du vivant, eh bien il va falloir réaliser ce qu'on appelle une analyse phylogénétique. Pour commencer une analyse phylogénétique, il faut d'abord définir notre groupe d'intérêt, c'est-à-dire à qui va-t-on comparer le marsupilami. Alors déjà, regardons le nom, marsupilami. Dans marsupilami, il y a marsus, qui est une référence directe aux marsupiaux. Donc on va déjà pouvoir inclure les marsupiaux dans notre analyse. Ensuite, le marsupilami, nous avons dit, il pond des œufs. Il pond des œufs comme les monotrèmes. Donc on va pouvoir inclure aussi les monotrèmes dans notre analyse cladistique. Un autre groupe qui pond des œufs et qu'on a évoqué, c'est celui des reptiles. Il va être important d'inclure les reptiles dans notre analyse cladistique afin de pouvoir faire des comparaisons exhaustives. De plus, le marsupilami est connu pour sa belle robe tachetée qui évoque celle du jaguar, un autre mammifère sud-américain. Donc il va être important d'inclure le jaguar aussi dans cette analyse. Enfin, le marsupilami est un être extrêmement intelligent, au moins aussi intelligent que les plus intelligents des primates. Il a aussi des pouces opposables ainsi que une vision binoculaire comme les primates. Donc il va être très important d'inclure dans cette analyse les primates. La deuxième étape d'une analyse phylogénétique, c'est de sélectionner des caractères afin de permettre les comparaisons entre ces espèces. Donc il va falloir sélectionner un certain nombre de caractères qui vont permettre de comparer toutes ces espèces les unes aux autres, des traits morphologiques si vous préférez. Donc par exemple, les marsupiaux sont caractérisés par leur poche. Donc on va essayer de comparer si ces espèces ont une poche ou pas. Les monotrèmes pondent des œufs. Les reptiles se différencient des mammifères parce qu'ils ont des écailles. Les jaguars, nous l'avons dit, ont des taches. Les primates, quant à eux, eh bien nous l'avons dit, ils ont des pouces opposables, ils ont une vision binoculaire et ils ont une intelligence remarquable. Et vous voyez que le marsupilami, notre marsupilami, eh bien, il coche toutes ces cases individuellement. Le marsupilami partage son nom avec les marsupiaux, il a avec les monotrèmes la capacité de pondre des œufs, comme les autres mammifères, il n'a pas des écailles mais des poils, comme les jaguars, il a des taches, et comme les primates, il a une pouce, vision et intelligence. Donc vous voyez que si on se contente juste d'une comparaison comme ça à l'œil, au jugé, on n'ira nulle part. On ne peut aller nulle part, puisqu'il partage des caractères avec toutes ces autres espèces. Donc
Ce que va faire l'analyse phylogénétique, elle va nous aider à polariser ces caractères, elle va nous aider à donner une valeur à ces caractères. Cette valeur, ça va être la valeur de caractère dérivé partagé, ce qu'on appelle une synapomorphie. Une synapomorphie, un caractère dérivé partagé, c'est un bon caractère pour faire de la classification. A l'opposé, les caractères primitifs, les caractères qui sont partagés par tout le monde, comme le fait de pondre des œufs chez les reptiles, c'est un caractère qu'on va appeler plésiomorphique, c'est-à-dire primitif. Et ça, c'est des mauvais caractères. Et a priori, on ne peut pas savoir la polarité de tous ces caractères juste comme ça au jugé. C'est à ça que sert l'analyse phylogénétique, à polariser ces caractères. Donc maintenant, afin de formaliser nos comparaisons, j'ai construit un tableau où j'ai mis en haut mes caractères, donc la présence de poils ou d'écailles, la présence d'œufs, d'une poche, de taches, une intelligence remarquable, une vision binoculaire ou des pouces opposables. Et ici, j'ai mis les reptiles, les monotrèmes, les marsupiaux, jaguars, primates et le marsupilami. Donc grâce à ce tableau, je vais pouvoir avoir une vision d'ensemble de la distribution de mes caractères dans mes espèces. Donc jusque-là, rien de très compliqué. Donc maintenant, place au codage de notre matrice. Les reptiles ont-ils des poils? Non. Pondent-ils des œufs? Oui. Ont-ils une poche? Non. Des taches? Non. Une intelligence remarquable? Non. Une vision binoculaire? Non. Des pouces opposables? Non. Les monotrèmes, ils ont des poils, ils pondent des œufs, n'ont pas de poche, n'ont pas de taches, n'ont pas d'intelligence remarquable, pas de vision binoculaire, pas de pouces opposables. Les marsupiaux, ils ont des poils, ne pondent pas d'œufs, ont une poche, n'ont pas de taches, n'ont pas une intelligence remarquable, n'ont pas vision binoculaire et n'ont pas de pouces opposables. Les jaguars, ils ont des poils, ils ne pondent pas d'œufs, ils n'ont pas de poche, ils ont des taches, n'ont pas une intelligence remarquable, ont une vision binoculaire, mais n'ont pas de pouces opposables. Les primates maintenant, ils ont des poils, ne pondent pas d'œufs, n'ont pas de poche, n'ont pas de taches, ont une intelligence remarquable, ont une vision binoculaire et ils ont des pouces opposables. Et enfin, notre marsupilami, il possède des poils, il pond des œufs, n'a pas de poche, possède des taches, a une intelligence remarquable, une vision binoculaire et des pouces opposables. Donc maintenant, généralement, c'est le moment où la plupart des gens qui ont pratiqué une analyse phylogénétique dans leur vie appuient sur le bouton « Run » de leur logiciel. Voilà, c'est généralement là que s'arrête le processus intellectuel dans l'analyse phylogénétique. Une fois que la matrice est codée, on demande à l'ordinateur de faire le travail pour nous. Ce que va faire l'ordinateur à ce niveau-là, c'est pas du tout obscur. Il va juste construire tous les liens de parenté possibles entre ces espèces-là, considérant ces caractères-ci, et voir lequel des arbres possibles est le plus court. Donc c'est-à-dire, il va essayer de trouver lequel de ces arbres phylogénétiques nécessite le moins de transformations pour partir de l'état primitif et arriver à l'état dérivé. Donc c'est ce qu'on appelle le maximum de parcimonie. Il existe d'autres façons de construire des arbres phylogénétiques, mais le maximum de parcimonie, c'est la plus répandue et la plus simple en paléontologie. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est une analyse en maximum de parcimonie, mais comme je ne suis pas un ordinateur, et vous non plus, et que notre temps est limité, on ne va pas regarder tous les arbres possibles pour voir lequel marche le mieux. On ne peut pas faire ça, pas dans un temps raisonnable avec notre cerveau de primate. On va faire ça de façon intelligente, on va utiliser ce qu'on appelle une heuristique. Une heuristique, c'est-à-dire une façon de simplifier le processus. Certains logiciels permettent de faire des heuristiques pour pouvoir construire des arbres phylogénétiques plus rapidement, notamment quand les matrices de caractères sont gigantesques. On parle de plus de 10 000 caractères et de milliers d'espèces inclus dedans. Là, ça va, on devrait s'en sortir avec une heuristique relativement simple. Ce qu'on va faire, c'est juste, étant donné que ce qu'on veut construire, c'est l'arbre phylogénétique le plus simple, c'est-à-dire celui où il y a le moins de changements entre les états primitifs et les états dérivés, eh bien on va commencer par construire notre arbre phylogénétique par les espèces qui se ressemblent le plus. Et pour ce faire, on va évidemment commencer par le marsupilami, qui est l'espèce à laquelle on s'intéresse le plus. Donc ce marsupilami, vous voyez, il est codé 1 presque pour tout, sauf
la poche. Et l'autre espèce dans notre tableau qui a le plus de 1, c'est les primates. 1, 2, 3, 4. 1 partagé avec le marsupilami. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va mettre ensemble notre marsu. Regardez, je vais dessiner une belle bouille de marsu en live. Hop, hop. Admirez le talent de ce dessinateur. Voilà ma bouille de marsu et les 3 poils sur la tête. Et un petit sourire, évidemment. Et je vais écrire ici prime pour primate. Donc voici primate et marsupilami ensemble. Je leur dessine un ancêtre commun. Donc voici l'ancêtre commun hypothétique du marsupilami et des primates. Si je précise que l'ancêtre commun est hypothétique, ce n'est pas parce qu'aucun ancêtre commun n'a existé. Si vous faites une analyse phylogénétique sur des espèces qui sont apparentées, elles ont eu un ancêtre commun. L'ancêtre commun n'est pas hypothétique, il a existé. Le problème de ces analyses-ci, d'une analyse phylogénétique comme celle-là, c'est que par définition, elle ne vous permet pas de trouver l'ancêtre commun. Par exemple, si je prends un lien de parenté tout simple, moi, ma mère et mon père, ma mère et mon père sont mes ancêtres. Ça ne fait aucun doute. Par contre, si je fais une analyse de cette façon et que je tiens à représenter mon évolution sous la forme d'un arbre phylogénétique construit grâce à une analyse de ce type-là, eh bien, on va trouver ceci. Moi et mon père partageant un ancêtre en commun. Cette analyse est incapable, ce type d'analyse est incapable de me dire qui était mon ancêtre. Et ça pourrait être mon père, ça pourrait être ma mère ici, ça pourrait être ma sœur, ça pourrait être mon frère. Tant qu'on a le même degré d'apparentement, on se retrouve ici en position de ce qu'on appelle groupe frère. Voilà, on ne peut pas être ancêtre dans une analyse de ce type. Donc c'est pour ça qu'on parle d'ancêtre commun hypothétique. Ça ne veut pas dire que l'ancêtre commun n'existe pas, ça veut juste dire que cette méthode de reconstruction phylogénétique ne permet pas de l'identifier. Donc, primate, marsupilami et l'ancêtre en commun, et ici on va mettre les petits caractères qu'ils partagent ensemble, à savoir les caractères que seuls eux deux partagent ensemble. Et les caractères que seuls eux deux partagent ensemble, il y en a, donc celui-là il est partagé avec les autres, celui-là il est partagé au moins avec le jaguar, donc il n'y a que 2 caractères qu'ils partagent, à savoir l'intelligence et les pouces opposables. Donc intelligence ici et pouces opposables. Il n'y a en réalité que 2 petits traits. Ensuite, continuons notre progression. Quelle est la prochaine espèce qui partage le plus de caractères codés 1 avec le marsupilami? Il s'agit du jaguar avec 1, 2 et 3 caractères codés 1. Donc le marsupilami et le jaguar partagent un ancêtre en commun hypothétique qui possédait, vous le voyez ici, une vision binoculaire. Et cette vision binoculaire est aussi partagée avec les primates. C'est ce que dit mon analyse phylogénétique. Et les prochains, eh bien, ce sont les marsupiaux et les monotrèmes qui, l'un comme l'autre... Ah non, pardon, ce sont les monotrèmes uniquement, vous voyez, puisque les marsupiaux sont codés 1 ici pour la poche, mais pas le marsupilami. Donc en réalité, ce seront les monotrèmes, vous voyez, qui seront les prochains à ajouter sur cet arbre phylogénétique. Donc les monotrèmes sont ici, avec un ancêtre commun, et ils partagent tous ensemble la présence d'œufs. Et enfin, les derniers maillons, ça va être les reptiles et les marsupiaux. Reptiles et marsupiaux qui ont autant de caractères l'un que l'autre partagés avec le marsupilami. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une irrésolution. On ne va pas résoudre ce nœud, donc on va le faire diverger de façon assez brutale et peu esthétique.
on va faire ce qu'on appelle une irrésolution, à savoir que on va mettre les reptiles de ce côté, donc les reptiles de ce côté, et on va mettre les marsupiaux de celui-ci, dans celui-ci. Alors si vous connaissez un peu la classification des mammifères, il y a quelque chose qui doit vous choquer là. Il y a quelque chose qui doit vous choquer, et ce qui doit vous choquer, en l'occurrence, c'est d'avoir les reptiles et les marsupiaux à peu près autant apparentés au reste des mammifères. Ça devrait normalement ne pas être comme ça. Normalement, on devrait avoir les marsupiaux plus proches du reste des mammifères. Et c'est là, justement, qu'entre en jeu le concept d'outgroup, ou de groupe externe. Donc le concept de groupe externe, qu'est-ce que c'est? C'est la définition a priori d'un de nos taxons inclus dans l'analyse qui va nous servir à enraciner l'arbre. Donc on continue dans le vocabulaire de la botanique. L'arbre va être enraciné grâce à notre groupe externe et pour ça il faut que nous-mêmes nous décidions d'un groupe externe. C'est une décision qui est totalement arbitraire. Ça, il n'y a pas de moyen d'y couper, il n'y a pas de moyen de négocier autour de cette décision, elle est totalement arbitraire. Il faut décider comment notre arbre va être enraciné. Et c'est important, pourquoi? Parce que ça va décider pour nous de la polarité de nos caractères. C'est-à-dire que nous, on avait un a priori comme quoi les œufs étaient ancestraux, étaient le caractère primitif, mais en réalité, pour l'analyse phylogénétique, pondre des œufs ou pas, c'est la même chose. Ça a la même valeur. Ce n'est que par la définition du groupe externe qu'on va dire à l'analyse, ok, maintenant, ça, c'est le caractère primitif. Et en l'occurrence, nous, on a surtout des mammifères dans notre groupe interne. Vous voyez que tout ça, ce sont des mammifères. Donc notre groupe interne, ce sont les mammifères. Donc par définition, notre groupe externe, ce sont les reptiles. Ce qui veut dire que les caractères primitifs, ce sont ceux-là. Et en l'occurrence, même si pondre des œufs est codé 1, eh bien en réalité, 1 est un caractère primitif. Et c'est 0 qui est le caractère dérivé. Donc ça c'est important. 0 ne veut pas forcément dire primitif dans une analyse phylogénétique ou dans une analyse cladistique en particulier. 0 peut vouloir dire aussi dérivé selon comment vous définissez votre groupe externe. Si j'avais décidé que mon groupe externe c'était celui des primates, eh ben tout ça ce serait des caractères primitifs inclus l'intelligence, la vision binoculaire et les pouces opposables. Donc c'est pour ça qu'il est très important de bien choisir son groupe externe. Mais encore une fois, c'est un choix arbitraire. Donc ici, je choisis arbitrairement de mettre les reptiles, mais c'est quand même motivé par le fait que mon groupe interne est surtout fait de mammifères. Donc, ça place la racine de mon arbre ici. Ce qui veut dire que mon arbre doit se lire dans cette direction-là. Donc, on commence de ce côté-là, on lit depuis la racine, on arrive ici à l'ancêtre commun des mammifères qui nous amène vers les marsupiaux, vers les monotrèmes et vers les mammifères placentaires. Donc voici notre grand groupe des placentaires et notre marsupilami qui pondait des œufs se retrouve parmi les mammifères placentaires qui n'en pondent pas. Et ça, c'est ce qui indique que ce caractère, le caractère ponde des œufs, est en fait une réversion qui a lieu ici. C'est un caractère qui évolue en arrière. Ce sont des choses qui arrivent. Par exemple, la perte des dents chez les poules. Hein, les ancêtres des vertébrés n'avaient pas de dents et les poules ont perdu les dents. Voilà. La perte des pattes arrière chez les cétacés, c'est aussi un caractère qui a évolué en arrière. Nos ancêtres, les poissons, n'avaient pas de pattes arrière. Et alors maintenant vient l'étape la plus cruciale de toutes les étapes dans une analyse phylogénétique. C'est l'étape où je décide si oui ou non cet arbre est un arbre phylogénétique ou si c'est juste un pur produit d'une construction mathématique. Et oui, parce que cet arbre, ce n'est jamais qu'un produit d'une construction, d'un protocole, si vous préférez, ce n'est qu'une construction de mon esprit. Voilà. Il n'existe pas en vrai cet arbre. Comme je vous l'ai dit, ces ancêtres-là sont hypothétiques. Donc,
cet arbre, dans l'absolu, il pourrait représenter tout et n'importe quoi. Et c'est à moi, à la fin de mon analyse phylogénétique, de regarder cet arbre et de dire « Ok, est-ce que cet arbre est un arbre que je peux considérer comme une représentation raisonnable de la phylogénie du marsupilami ?» Et dans ce cas, on pourrait se poser la question, puisque comme je le disais, notre marsupilami pondeur d'œufs se retrouve parmi les placentaires. Donc est-ce que c'est un bon résultat? La question est légitime. Est-ce qu'on regarde un bon résultat? Eh bien dans mon cas, je dirais que oui, mais ça vous pouvez me dire votre opinion dans les commentaires. Dans mon cas, je dirais que oui, parce que tout simplement, le marsupilami, quand vous regardez son anatomie, il a un nombril, comme les mammifères placentaires. Donc, même s'il pond des œufs, même s'il a évolué à rebours la capacité de pondre des œufs, le marsupilami a quand même conservé ce trait de ses ancêtres placentaires, qui est celui d'avoir un nombril. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Ciao!